Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Cyril. On va présenter aujourd'hui avec mon collègue Alexandre notre expérience avec Docker qu'on a réalisé en fait sur un projet qui a débuté en 2019 chez Aziril. Donc, on a utilisé ici Docker sur de l'embarqué, mais également comme une plateforme de développement. Donc, la présentation, on va commencer par parler un petit peu de la société, donc de Aziril. On parlera un peu plus en détail de i+, qui est le produit justement sur lequel on a utilisé Docker. Je vous présenterai ensuite l'aspect Docker en tant que plateforme de développement. Et ensuite, Alexandre vous présentera l'aspect plutôt runtime sur la target embarquée. On finira par une conclusion et des questions. Vous avez ici, je ne sais pas si le pointeur il marche. Ah ouais, là, ops. Vous avez ici un QR code en fait, qui vous mènera directement sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez voir des vidéos de nos produits. Je pense que ce sera plus simple pour essayer de comprendre comment nos systèmes fonctionnent. Ce n'est pas nécessaire d'aller regarder ça tout de suite. Ce n'est pas indispensable pour cette présentation. Voilà, donc Aziril en fait, est une société basée à Villa-Saint-Pierre, ici dans le canton de Fribourg, qui développe et produit des systèmes d'alimentation flexible. Donc, il faut savoir que dans l'industrie, souvent les composants sont en vrac, donc sont dans des sacs par exemple. Et souvent, on doit justement séparer ces éléments pour pouvoir les alimenter vers un robot. Donc, pour qu'un robot puisse venir prendre la pièce et ensuite la poser sur une palette ou sur une chaîne d'assemblage. Donc, il y a différentes solutions pour ça. Notre solution, c'est des feeders flexibles. Donc, on voit ici notre produit qui s'appelle l'AsiCube. Donc, en fait, c'est une plateforme de vibration qui va vibrer pour pouvoir séparer ces pièces. On a un deuxième produit, justement, ce fameux i+, dont on va parler aujourd'hui un peu plus en détail, qui permet d'interfacer cet AsiCube avec une caméra, un robot différent périphérique. Donc, un Smart Control System, en fait, on l'appelle ainsi parce que du coup, une plateforme, un système d'alimentation flexible est composé en général d'une caméra. On a ici la caméra qui va permettre de prendre des images de la plateforme. On a une trémie, un hopper qui va permettre d'alimenter les pièces sur l'AsiCube qu'on a ici, qui lui va vibrer pour déplacer les pièces. Et finalement, on a en général toujours un robot qui va venir chercher les pièces et qui va soit les palettiser, comme ici, ou les donner plus loin sur une chaîne de montage. Donc, l'idée ici de ce Smart Control System, de ce i+, c'est d'une part de localiser précisément les pièces sur la plateforme. Pour ça, on utilise des algorithmes de vision, on utilise aussi un peu de d'AI, c'est très à la mode actuellement. Et puis, on a également toute la partie qui va gérer le hopper, donc pour alimenter les pièces. Ici aussi, il faut faire attention, pas amener trop de pièces sur la plateforme, toujours en avoir à disposition. On a également la gestion un peu intelligente des pièces, des vibrations sur la plateforme. Donc, si des pièces vont s'amasser d'un côté, on va les retirer, les recentrer. Et finalement, on a toute la périphérie, en fait, qui est par exemple le robot, auquel on va envoyer les positions des pièces à venir chercher. Donc tout ça fonctionne sur un système embarqué qu'on voit ici. Donc là, on a développé une carte porteuse qui est là. Donc, avec des entrées-sorties spécifiques à notre application, on utilise une somme, un système on module comme base de ce système. Donc là, on a une architecture Intel 64X86 64 bits. Et on fait tourner un Linux embarqué sur cette machine. Et voilà, donc on va parler un peu de ce système un peu plus en détail. Donc dès le départ, on a choisi de partir sur une architecture de microservices. Donc on a toute une partie back-end qui comprend diverses microservices qui communiquent entre eux. Le back-end va également du coup communiquer avec le hardware, avec la caméra, le cube, on ne l'a pas mis ici, mais le robot par exemple, ça en fait également partie. Et on a également un front-end. Donc le front-end, c'est une application web-based qui va communiquer avec notre back-end et qui va permettre à l'utilisateur d'interagir avec le système. On a dès le départ décidé de partir sur différentes technologies pour implémenter ces microservices. Donc on a principalement du Python.
ce qui nous permet d'être aussi plus rapide en cours de développement. On avait envie d'aller assez vite. Et on a choisi d'utiliser du C++ pour la partie vision, ce qui nous permet d'interagir plus facilement avec certaines librairies de vision, par exemple propriétaires, qui n'ont pas d'interface, par exemple en Python, qui sont vraiment que basées sur des interfaces C ou C++. Là également, on voulait avoir un maximum pour cette vision. C'est une partie importante du système. On voulait avoir un maximum de performance possible. C'est pour ça qu'on a choisi C++. On a également la partie front-end qui est écrite en Vue.js, donc qui est encore une autre technologie. Et du coup, pour nous, dès le départ, ça nous a paru un bon cas d'utilisation justement pour des containers Docker. Donc, qu'est-ce qu'il nous fallait pour commencer à développer? Pour commencer à développer, il nous fallait un environnement de développement. Des toolchains, on avait besoin de tous ces outils. Et pour ça, du coup, on a décidé de créer une image unique. Donc, une seule image, un seul container qui contiendrait justement ces différents environnements. Donc, on a packagé en fait du Python, notre toolchain C++, les différentes librairies nécessaires, également tous les outils pour développer en front-end, donc NPM et tout ça. On a tout ça packagé dans une seule grosse image Docker que l'on a basée sur une Ubuntu. Une des contraintes qu'on s'était fixées pour ce projet, c'était de pouvoir facilement en fait, déployer un système de développement. On ne voulait pas par exemple, qu'un nouveau développeur qui arrive sur le projet doive passer une semaine à lire un guide d'installation et à devoir setup sa machine de manière trop compliquée en fait. Et justement, c'est quelque chose qu'on a réussi à atteindre avec cette image unique. On a longtemps utilisé pendant le développement cette image unique également pour faire tourner le système. Donc on a également fait tourner cette image sur la plateforme embarquée, par exemple, pour pouvoir faire tourner l'application. Le gros problème, c'est que cette image, elle est énorme. Et du coup, on a décidé de créer des images plus spécifiques à chaque type de service, en fait. Donc on a principalement du coup, ces trois technologies. On a principalement du Python. Donc là, on a pris une image Python, on s'est basé sur l'image officielle de Python qu'on réutilise et qu'on customise un tout petit peu. On a pour la partie C++, là, on s'est basé sur une version d'Ubuntu. On a pas mal de librairies, entre autres une librairie propriétaire, par exemple, qui a des dépendances, qui supporte officiellement une certaine version d'Ubuntu. Donc du coup, ça nous permet de rester dans ces spécifications-là. Et puis finalement, pour la partie front-end, en fait, là, il y a un peu moins de soucis parce que tout est compilé lors du build. Et en fait, il y a juste, on n'a plus qu'à servir en fait, les fichiers JavaScript, CSS au moment du runtime. Donc ici, on s'est basé simplement sur une image NGINX pour pouvoir avoir un web server. Et tous ces containers, tous ces différents containers sont construits et sont construits par notre intégration continue et puis sont automatiquement poussés vers un registry Docker local. Donc maintenant qu'on se retrouve avec toutes ces images, tous ces services, on s'est vraiment posé la question, mais comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça et gérer cette application? Et du coup, là, encore une fois, Docker a une réponse toute faite, c'est Docker Compose, qui nous permet de manager ces différents services entre eux. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails de Docker Compose. Je pense que si vous connaissez déjà l'outil, vous savez qu'on peut facilement, Docker Compose permet de facilement, on va dire, concaténer des fichiers de configuration. Donc ici, on a toute une série de fichiers de configuration pour la partie back-end, pour la partie front-end. On a également des choses plus spécifiques pour des tests où on va customiser certains services dans notre CI. Et au final, arriver à construire l'application, arriver à la faire tourner, c'est simplement une ligne de commande comme ici, où on fait simplement un Docker Compose up avec l'option build qui va builder les containers si nécessaire. Un dernier petit mot sur la partie développement, où là, du coup, on pourrait développer dans notre fameux gros container avec VI, mais la plupart des développeurs chez nous, si ce n'est la totalité en fait, des développeurs utilisent VS Code.
et en particulier son extension Remote Container qui permet en fait de travailler dans un container comme si on travaillait de manière locale. Donc ça permet vraiment d'utiliser tout l'écosystème en fait de VS Code, toutes les extensions qui sont vraiment très pratiques. Donc là, encore une fois, on dit simplement à VS Code d'utiliser notre fameuse grosse image de développement et on prend ça comme base dans VS Code. On ne va pas parler plus de ce sujet, il y a Jacques qui va aborder ça plus tard. Donc là, c'est cool, maintenant on a tous ces containers qu'on peut faire tourner sur notre environnement de développement, mais bon, on aurait quand même les faire tourner un peu sur du vrai hardware. Donc on est parti sur Yocto. Donc Yocto permet de générer une distribution Linux qui va répondre à vos besoins très spécifiques. Et là, très vite, on s'est rendu compte que en fait, Yocto supportait pas Docker, ça ne faisait pas partie des scénarios proposés par Yocto. Donc on ne pouvait pas faire tourner un daemon Docker où on pouvait importer ces images, ces containers directement pour générer une image qu'on puisse installer sur notre contrôleur. Donc la solution qu'on a privilégiée, en fait, c'est depuis notre CI... Oh non. Oh. Donc depuis notre CI, là, ouais, c'est bon, merci. On peut directement aller télécharger les images Docker, donc sous forme de fichiers tar. Et ensuite, on vient donc juste les mettre dans un répertoire sur ce qui sera installé sur notre contrôleur. Donc à ce moment-là, dans l'image qui va être installée sur le contrôleur, on n'a pas ces containers qui sont créés, on n'a pas ces images qui sont même importées dans le daemon Docker. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on installe cette image sur notre contrôleur, c'est qu'on va tout simplement aller importer les images. Donc on utilise cette commande docker load. Donc ça prend un peu de temps, malheureusement. On a aussi ces images qui sont en fait techniquement à double, parce qu'on les a dans le répertoire sous forme compressée, et on doit les remettre dans l'instance, dans le daemon Docker, si on veut bien. Une fois qu'on a fait cette étape-là, il suffit juste de réutiliser le Docker Compose, donc le fichier Docker Compose qu'on avait vu précédemment, et puis on va pouvoir créer enfin ces containers. Donc à partir de là, on a l'application qui tourne sur notre système embarqué. C'est cool, mais comment est-ce qu'on peut mettre à jour l'application? Donc on est parti sur un système de partitionnement A/B. Donc on n'utilise pas du tout la puissance de Docker pour faire les mises à jour, comme vous pouvez le voir dans le cloud typiquement. Donc on met à jour complètement le système en entier. Donc c'est-à-dire l'image de base qui a été générée par Yocto avec les images Docker dedans. Et on a deux partitions. Donc on a une partition active où l'application qui est en train de tourner se trouve. Et puis lorsqu'on fait une mise à jour, en fait, on vient copier cette nouvelle image Yocto sur une partition B, donc une partition qui est inactive. Lorsqu'on reboot le système, en fait, Grub va sélectionner la partition, cette nouvelle partition où on vient d'installer la nouvelle application. Et du coup, on va refaire la même procédure, donc réimporter les images, recréer les containers. L'avantage de ce système de dual partition, si on veut bien, c'est que si on a le moindre souci avec l'application ou le système n'arrive pas à booter ou on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit comme opération, on peut toujours revenir en arrière, donc dire à Grub de revenir en arrière et de rebooter sur l'ancienne partition. Les données persistantes, les données utilisateurs, les volumes Docker, eux, sont stockés sur une partition autre qui est du coup partagée entre ces deux partitions, donc ces deux versions d'application. Voilà. On a un hardware custom, comme l'a mentionné Cyril, donc c'est cool, il faut pouvoir accéder à ces devices custom.
Docker permet d'y accéder. Vous avez cette option device qui existe. Donc vous pouvez donner le chemin vers votre device et par magie, il va apparaître directement dans votre container. C'est bien, ça marche, mais il y a pas mal de contraintes. La plus embêtante, en fait, c'est que lorsque vous allez instancier ce container, votre device doit exister. Donc typiquement, les clés USB ou ce genre de choses, ça devient vite compliqué à gérer puisque on ne sait pas si la clé USB sera mise sur le système lorsqu'on start le container. Pour résoudre ce problème-là, on a décidé d'implémenter un service externe. Donc on a nos services là, qui tournent dans Docker, dans le runtime Docker. Et on a décidé d'implémenter un host service, donc lui qui ne tourne pas dans Docker, en fait, qui tourne directement sur le système de base. Et puis, du coup, ces microservices peuvent directement communiquer avec. Donc, ce service, après, permet d'accéder à tous les I/O, les GPIO, typiquement, les entrées dans le sysfs, etc. Un des avantages aussi de cette implémentation-là, c'est que si on est en train de faire tourner notre application sur un environnement de développement, on n'a pas forcément les devices custom que Docker s'attendrait, donc si on utilise la solution précédente. Et donc là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un host service fake, et ce host service fake, il va émuler le minimum pour que les applications soient contentes, sans accéder au hardware. Donc pour tester, c'est également beaucoup plus simple. Voilà. En conclusion, on a vu, Cyril l'a mentionné, on utilise une image de base qui n'est pas forcément customisée. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, ces images étaient peut-être un peu grosses pour un système embarqué. Mais bon, l'avantage de la facilité de développement nous a convaincus de quand même garder ça. On l'a vu, avec Yocto, en fait, on peut pas. C'est difficile d'intégrer ces containers directement, de générer cette image système avec les containers directement intégrés. Donc on perd énormément d'espace disque. D'ailleurs, si vous avez une solution, si vous savez comment faire ça, on est volontiers intéressé. On a également l'utilisation des device hardware qui est un peu... la solution proposée par Docker est peut-être un peu trop limitée à notre goût. Le host service que je vous ai présenté permet de résoudre en partie ça, mais ce n'est pas forcément... toujours évident d'émuler tous les devices ou de donner des accès à tous les devices. Voilà, on va finir sur les points positifs. Du coup, vraiment, là, je pense que c'est la chose à retenir. C'est vraiment du plus pour nous de manière générale. Donc, en fait, on a vraiment apprécié de pouvoir, grâce à Docker, avoir un environnement de développement très simple à mettre en place, en fait. Donc, pas besoin de passer des heures à configurer une machine pour créer un nouvel environnement de développement. Ici, c'est vraiment simplement un git clone. Il faut juste avoir le Docker installé sur la machine et ensuite, quasiment tout est donné. Docker nous permet également de gérer les problèmes de dépendance. On peut facilement imaginer avoir un container avec une certaine version d'une librairie et un autre container pour un autre service avec une autre version d'une librairie qui serait potentiellement pas forcément compatible à installer dans une même instance. Ça nous permet d'éviter pas mal de problèmes de dépendance. On a pu bénéficier des images standards de Docker. Donc là, Docker Hub, il y a beaucoup pour la plupart des langages, pour la plupart des distributions de Linux. Il y a vraiment des images qui sont déjà faites et on a pu bénéficier justement de ces images. Comme Alexandre l'a dit, ce n'est pas forcément optimisé en termes de taille pour un système embarqué. Là, je pense qu'on a aussi la chance d'avoir un système embarqué qui est assez costaud. Donc on a de la flash à
à disposition, on en profite. Un des gros points positifs aussi de cette approche, c'est qu'en fait, on peut vraiment compiler on va builder notre application une fois dans notre CI. On va avoir ces containers, ces images qu'on va sauvegarder dans notre registry. Et en fait, ces images, ensuite, on peut les pull facilement sur tout un tas d'environnements différents. Donc, ça peut être une machine de développement, ça pourrait être notre CI, notre environnement CI pour nos tests automatisés, mais ça peut être également la plateforme embarquée sur laquelle on va pouvoir faire tourner ces images. On fait tourner également certaines de ces instances sur des machines virtuelles, dans le cloud par exemple, c'est tout à fait possible. Un petit coup de cœur là pour VS Code. J'étais un gros fan d'Eclipse avant d'arriver chez Azeril, et là j'ai vraiment complètement changé. Je suis fan de VS Code et en particulier de cette extension qui permet justement de travailler à l'intérieur d'un container comme si on était en local. Et sinon, de manière générale, et là je pense que Alexandre pourra aussi confirmer ça, on a vraiment une bonne expérience avec cette architecture de microservices. Juste pour l'information, ici on utilise gRPC en fait, pour communiquer entre ces différents microservices. On a eu vraiment une bonne expérience de cette architecture avec Docker, justement, pour gérer la base de ces microservices. Et c'est clairement une architecture qu'on va réutiliser sur d'autres projets. Voilà, on arrive au terme de notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet.